Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Savants sachant chercher. Un podcast Science Infuse. So I hope your podcast has passion. Bienvenue dans Savants sachant chercher, savants sachant chercher. le podcast qui infuse la science. Dans cet épisode, on va explorer comment la machine devient intelligente. Quelles sont les méthodes développées pour créer de l'IA, de l'intelligence artificielle. En partant de zéro, on va aborder comment marchent les réseaux de neurones présents dans certaines IA et qu'est-ce qui se cache derrière les termes comme machine learning, deep learning, apprentissage par renforcement, apprentissage supervisé ou non supervisé. On parlera aussi d'éthique et de conscience des machines. Oui, le programme est chargé, mais le jeu en vaut la chandelle, tellement l'intelligence artificielle est de plus en plus ancrée dans notre quotidien. Alors autant tous s'emparer du sujet. J'essaie d'améliorer l'apprentissage de robots en utilisant des humains comme enseignants, c'est quand même plutôt cool. Vous êtes perdu, auditeur humain. Laissez-vous science infuser par l'intelligence non artificielle de notre invité. Prénom, nom. Félix Ruttard, Surnom. Chatounette. Oh non. Ça commence bien. Lieu de travail. L'Institut des systèmes intelligents et de robotique, ISIA, Et c'est où? à Paris, à Jussieu, Ok. dans le 5e arrondissement. Qu'est-ce qu'on y fait? Plein de choses, de la robotique, alors de la robotique sous plein de formes, ça peut être des robots chirurgicaux, des robots qui vont sur l'eau, typiquement avec Azerom, un robot qui va sur l'eau, de la robotique comportementale, de la robotique sociale, enfin, plein de formes de robotique et un peu plus d'intelligence artificielle un peu plus fondamentale aussi. Toi, t'es dans quelle équipe? Moi je suis dans l'équipe qui s'appelle Pyros, qui fait de la robotique sociale. Le sujet officiel de ta thèse? Je travaille sur les modèles d'apprentissage par renforcement profond pour la réalisation de tâches avec supervision humaine. Et le sujet de ta thèse quand tu veux briller en société? Je fabrique des systèmes, comment dire, je fais des robots qui sont capables d'apprendre auprès d'humains. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce domaine? J'adore la robotique depuis très longtemps. J'ai été fasciné par les avancées qui ont été faites en apprentissage par renforcement, typiquement par une boîte qui s'appelle DeepMind. Et du coup, j'avais absolument envie de travailler là-dedans. Et c'est assez chouette de se dire que c'est des machines qui apprennent toutes seules, en leur donnant juste des récompenses, un peu comme si on avait un chien, mais sauf que là, c'est un vrai robot, c'est cool. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous donner une définition simple de ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques qui ont été développées pour réaliser des tâches qui sont habituellement faites par des humains parce qu'elles nécessitent des capacités mentales assez complexes, assez haut niveau. Une définition plutôt simple. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin un peu nous raconter les débuts de l'intelligence artificielle? Ça a commencé dans les années 50. Alan Turing qui s'est posé la question, est-ce que les machines peuvent penser? Il a fait un papier en proposant un test qu'on appelle maintenant le test de Turing, même s'il l'avait pas formalisé comme ça. L'idée, c'était de converser avec la machine et en fait de poser des questions et de vérifier que la machine, entre guillemets, pouvait avoir un raisonnement humain. Sauf que en fait, il y a plein de biais. En espérant que la machine te donne des réponses... Des réponses qui te paraissent humaines, si on pourrait dire. Ouais. D'accord. Que tu sois pas capable de faire la différence entre un humain qui te parle ou cette intelligence artificielle qui serait tellement bien faite qu'elle pourrait duper n'importe quel humain. D'accord, ok. Et il avait dit, le jour où on saura faire ça, on a résolu le problème et on aura une machine consciente, entre guillemets. Ouais. Bon, en vrai, il n'a pas vraiment proposé de solution technique à ça, mais il a un peu question ouverte pour créer le domaine, entre guillemets. C'est ça. Du coup, pour battre ce test de Turing, on se disait, bon, si on veut battre l'humain, il faut s'intéresser au cerveau parce que c'est là que semble se passer la cognition.
Du coup, on s'est intéressé aux neurones. Il y a 2 personnages qui, dans les années, je crois que c'est en 43, qui ont fait un premier modèle de neurones sur un circuit électrique. C'est quand même relativement vieux. Le premier neurone artificiel. Ouais, c'est ça. Alors c'est extrêmement simplifié. Basique, On se rendait compte que c'est C'était quelque très chose basique, qui avait plein d'entrées, qui avait une sortie, qui faisait de l'accumulation. Et un peu plus tard, je crois que c'est en 57, un monsieur qui s'appelle Rosenblatt, qui lui aussi fait un modèle de neurones, mais qui lui se dit bon, c'est pas exactement mon neurone biologique, mais on peut j'ai fabriqué une méthode d'apprentissage sur ce neurone. Et là, ça devient intéressant parce que on a un mécanisme d'apprentissage associé au modèle. Donc ce modèle, il s'appelle le perceptron. Pour la petite histoire, on l'utilise toujours. C'est ce qu'on utilise tous les jours. Le perceptron. Ouais. D'accord. Quand vous entendrez parler de réseau de neurones, il y a aussi MLP. Multilayer perceptron. Exactement. Ça date quand même de 57. On a l'impression que l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones qu'on entend parler tous les jours, en fait, c'est quand même assez vieux. Alors du coup, sur ce perceptron, on avait un mécanisme d'apprentissage, mais qui était pas simple. Et puis, il y a quand même pas mal de limitations, et du coup, on l'a pas trop utilisé. Du coup, c'est resté un peu dans les placards pendant un moment. Et puis, d'un coup, il y a des équipes, je crois qu'ils étaient 3, à monter un algorithme qui s'appelle l'algorithme de rétropropagation du gradient. C'est un grand nom pour dire, en fait, c'est juste une méthode d'apprentissage pour ce petit perceptron dont on parlait. Et ça permettait d'en mettre plein de couches, avec plein de neurones. On en parlera un petit peu, vous inquiétez pas, plus tard. Donc ça, c'était les années 80 à peu près. Il y a eu une perte d'intérêt parce que du coup, on s'est dit ouais, bon, d'accord. Ça marche pas si bien en que fait, ça. l'intelligence artificielle, on avait aussi d'autres méthodes qu'on appelle l'inférence. On les utilisait plus. Une des machines qui a été conçue avec ce système-là, cette vieille façon en fait de faire de l'intelligence artificielle, c'est Deep Blue. La machine qui a battu Kasparov aux échecs, qui est en fait ni plus ni moins qu'une machine qui a des règles. Et si jamais je suis dans tel cas, je fais ça. Si jamais je fais ça, qui a analysé toutes les choses qui ce qu'on appelle des règles d'inférence. On va par-dessus. En fait, il y avait ce qu'on appelle l'exploration d'arbres, mais on va pas détailler. Mais c'est une vieille façon de faire l'intelligence artificielle où là, on est obligé de spécifier toutes les règles, etc. à la main, que ça nécessite un expert, etc. Et puis en plus, il faut préciser que malgré tout, les échecs est un jeu très simple. Oui, entre guillemets. À faire apprendre à une machine, et dès qu'on passe à des tâches plus compliquées, c'était plus possible d'utiliser cette méthode-là, quoi. L'idée, c'est de faire apprendre à la machine. Alors ouais, parce que là où c'était très fort entre guillemets avec ces perceptrons, c'est que on pouvait apprendre qu'à partir des données. C'est-à-dire que si jamais on a des données, on apprend qu'à partir des données. On n'a pas d'expert qui vient introduire des règles, ce qu'on appelle des règles de système expert. Il y a des personnes qui est spécialisée dans les échecs, typiquement, qui vient dire, bah tiens, je vais t'apprendre, tiens, si jamais t'es dans quel cas, il faut que tu fasses ça. Ouais, c'était un peu fait à la main. L'avantage, en fait, de ces réseaux de neurones avec le perceptron, c'est qu'on pouvait apprendre qu'à partir des données. Et en fait, dans les années 2000-2010, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a besoin de beaucoup de données, qu'on a besoin de grosses machines pour faire l'apprentissage. C'est les fameuses big data. Avant 2000-2010, on n'avait pas ces grosses machines. L'avènement de l'informatique matérielle a permis à ces modèles avec les réseaux de neurones de performer très bien. Et on s'est rendu compte que pour des tâches qu'on avait beaucoup de mal à faire, typiquement ce qu'on appelle la vision par ordinateur, qui a été un peu présenté par Alexandre pendant la première émission, ces tâches-là très complexes se sont retrouvées plutôt simples à faire, en fait, à résoudre. La reconnaissance d'images, la reconnaissance, typiquement de la reconnaissance de caractère sur l'échec. Pour trier l'échec de façon très rapide, on avait besoin de ces méthodes. Le courrier à la poste, etc. Voilà, de la reconnaissance d'images, de la traduction aussi. Ce qu'on disait, l'intelligence artificielle, c'est pour remplacer des humains dans des tâches qui sont un peu pénibles, mais qui nécessitent quand même des mécanismes mentaux très complexes. Ces réseaux-là, en plus, le même outil, avec les mêmes stratégies d'apprentissage sur les mêmes machines, arrivaient à résoudre des tâches très diverses et avec des scores assez élevés. On a eu un engouement énorme dès qu'en fait ces réseaux de neurones ont bien marché. Alors, juste, est-ce que tu peux déjà nous dire c'est quoi les termes qu'on entend? Machine learning, c'est quoi? Machine learning ou alors clause Molière. En français. Apprentissage automatique en français. Apprentissage automatique. On comprend tout avec ça déjà. C'est un ensemble d'algorithmes, de techniques pour apprendre qu'à partir des données.
Donc, typiquement, on en a parlé, les réseaux de neurones, mais on peut aussi parler des arbres de décision, des machines à vecteurs support, etc. Ouais. Et derrière machine learning, il y a vraiment énormément de formes d'intelligence Il artificielle. faut voir ça comme une grosse boîte à outils, ouais. et avec chacun a ses avantages et ses inconvénients, et pour apprendre qu'à partir des données. Voilà. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience. Tu veux être mon ami ? Oui, bien sûr. Ce sera possible ? Pourquoi ça le serait pas ? On va passer par une petite rafale de questions plus générales sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une intelligence artificielle peu intelligente ? Alors, peu intelligente. Pas facile à définir le mot intelligente. On l'utilise de plus en plus, l'intelligence artificielle, et typiquement, par exemple, dans les usines, pour suivre des machines-outils, pour savoir quand est-ce qu'elles vont casser. On vient coller des petits capteurs un peu partout et on vient suivre ça pour anticiper que la machine va casser. C'est pas incroyable, mais voilà. Mais c'est de l'intelligence artificielle. C'est quand même de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un exemple d'un endroit où il y en a, où on utilise de l'IA et où on ne suspectait pas qu'il y en avait ? Dans la traduction, au début, on pensait que c'était un peu fait mot à mot. Et typiquement, même moi, j'ai été surpris à un moment de découvrir... La traduction genre Google Trad ? Ouais. Ok. La grande question, est-ce qu'il existe une IA plus intelligente qu'un humain aujourd'hui ? Non. J'aime bien en parlant d'intelligence, j'aime bien parler de généraliser, de capacité de généraliser, et l'IA est encore très 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 spécifique. On entraîne les IA pour une tâche très spécifique où typiquement on éclate l'humain dans les tâches, mais on est ultra spécifique. C'est pas assez pour faire une intelligence. Non, complètement. Et on est encore très très loin de généraliser à ce moment-là. Est-ce qu'il faut que je commence à faire des réserves de sucre et de riz parce que la guerre avec les robots est proche ? Non, en plus, il y a plein de moratoires, il y a plein de comités d'éthique. On le voit même arriver dans les grandes boîtes qui font de l'IA, comme Google, Facebook, Amazon. Tous les laboratoires, par exemple, ici à l'ISIR, il y a un comité d'éthique qui vérifie ce que font les gens. Et on voit des grands moratoires, notamment... un des ministres français qui avait fait un document sur l'IA qui avait été... Il mange du homard ? Non, pas celui-ci. Cédric Villani qui avait, en demandant d'éviter l'utilisation pour des armes autonomes, etc. Même si les Américains se privent pas de faire des drones. C'est ça, il n'y a pas de truc mondial. Les drones sont encore téléguidés, entre guillemets. Mais je comprends en tout cas les interrogations du public là-dessus. Comme on disait tout à l'heure, une des façons de créer une intelligence artificielle, c'est en s'inspirant du vivant, donc en faisant du biomimétisme. Et donc tu nous parlais tout à l'heure des réseaux de neurones. Comment sont utilisés ces réseaux de neurones dans l'intelligence artificielle ? Déjà, de base, ça part d'un neurone. Enfin, c'est quoi le fonctionnement derrière tout ça ? Alors déjà, je pense qu'il faut, c'est intéressant de faire la distinction. Enfin, elle est vitale. C'est des neurones artificiels et on est très loin du neurone biologique que vous avez dans vos têtes. C'est un neurone mathématique entre guillemets. Ce qu'on a pris du neurone, c'est plusieurs entrées, une sortie et quelque chose, une espèce de boîte noire que je vais pas présenter parce que de toute façon, il en existe plein de types différents. Disons une fonction mathématique. C'est une fonction mathématique qui arbitre avec les entrées. Un peu, on peut voir ça un peu comme un système électoral américain où vous avez des grands électeurs et des électeurs. Les grands électeurs ont plus de poids à l'élection. Et bien là, c'est un peu la même chose. Avec le système électoral, c'est votre neurone, et puis vous avez des entrées qui sont vos électeurs en fait. Et puis vous choisissez, vous mettez plus de poids à certains endroits et vous arbitrez. Et en fait, la sortie dépend en fait de cette combinaison d'entrées. Et il y a une seule sortie sur ce neurone, comme on a dans le cerveau avec l'axone. Cette sortie qui va se propager du coup à d'autres exactement, donc cette sortie va en fait aller se câbler entre guillemets à des entrées d'autres neurones qui seront un peu plus loin. Un neurone est connecté donc à un autre neurone, ça fait 2 couches de neurones et les couches s'enchaînent, etc. Exactement. Ça vient de plus en plus profond. Tu vois où je veux en venir. L'apprentissage profond, ouais. Voilà, et qu'on appelle aussi deep learning. Vous l'avez sûrement déjà entendu quelque part. Donc c'est un type de machine learning. Exactement. Donc c'est un des outils qu'on utilise en machine learning. C'est celui qui a fait qu'on a un énorme engouement maintenant parce que c'est avec ce même outil qu'on peut résoudre plein de tâches différentes. Plus on rajoute de couches, entre guillemets, ça se vérifie pas tout le temps, mais plus on rajoute de couches, en général, on arrive à avoir des comportements de plus en plus complexes. Typiquement, si on essaye d'approximer des fonctions très très spécifiques, très complexes, eh bien, il va falloir rajouter des couches
être de plus en plus profond, entre guillemets. Et alors concrètement, ça s'implémente comment? Du coup, Alors, c'est des algorithmes... Alors, on peut le faire de plein de façons. Au tout début, en fait, on va reparler un tout petit peu de notre cher Turing, qui a fabriqué une machine à calculer universelle. C'est ce que vous avez tous chez vous avec vos PC. Avec la même machine, permet de simuler plein de machines différentes. Donc, quand vous lancez un programme sur votre ordinateur, vous pouvez voir ça comme une machine que vous lancez à l'intérieur de votre PC. On peut faire du Word et un jeu vidéo en même temps. Exactement. Bah là, c'est pareil. Du coup, en fait, on peut programmer nos neurones avec du langage machine, donc des langages de programmation. Typiquement, là, en ce moment, on utilise de plus en plus de matériel, ce qu'on appelle dédié, où on vient fabriquer, entre guillemets, avec des circuits électroniques, des neurones. Alors, c'est pas les neurones, encore une fois, qu'on a dans le cerveau, hein, c'est des neurones artificiels. Mais ça permet, en fait, d'être plus efficient en termes de puissance de calcul. On va consommer moins d'énergie et on va pouvoir faire plus de calculs. Et voilà. D'accord. Du coup, en fait, on peut les implémenter en langage machine, en programmation et en physique. Virtuellement ou avec le matériel. Exactement. Ok. L'homme est devenu dépendant des robots pour satisfaire le moindre de ses besoins. L'homme nous a fait meilleurs dans notre spécialité, plus qu'il n'a jamais été humainement possible. La science va créer un nouvel ordre d'êtres artificiels. De ce deep learning, apprentissage profond, il en existe plusieurs, mais 3 principaux. Le supervisé, qu'on va voir tout de suite, le non supervisé et celui sur lequel tu travailles, qu'on verra à la fin, celui par renforcement, par récompense. Donc, on a compris à peu près comment ça marchait, la structure d'un neurone. Maintenant, je vais te donner un petit peu une sorte de problématique. Il faut imaginer que je suis un gérant d'une réserve naturelle d'animaux et que j'ai besoin donc d'une intelligence artificielle pour mes caméras de surveillance qui permettent de détecter automatiquement quel animal est devant moi. D'accord. Donc, je te donne évidemment une énorme banque d'images labellisées des animaux, c'est-à-dire des centaines et des centaines de photos de chaque espèce. Qu'est-ce que tu fais avec ton tas de neurones du coup? D'accord. Alors, je vais juste préciser ce que c'est que on parle de labelliser. Labelliser, c'est juste pour une image donnée, on vient dire ça c'est un zèbre, ça c'est un cheval, etc. C'est ça. Donc ça c'est l'apprentissage supervisé. Okay. C'est un apprentissage où on a avec la photo, avec l'exemple, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. La machine sait ce que c'est. Donc j'ai mon réseau de neurones. J'ai des images. Les images, comment c'est stocké dans un PC, c'est une grille avec des valeurs dedans. Chaque case, en fait, représente un pixel. Chacune des cases sera dans mon réseau de neurones à l'entrée. Chaque neurone d'entrée, ce qu'on appelle les neurones d'entrée, correspondront en fait à la valeur d'une case sur l'image. Au tout début, notre réseau, il est comme un bébé qui vient de naître. Reprenons la métaphore des électeurs, des grands électeurs et des électeurs normaux. Exactement. Ils sont choisis aléatoirement au départ. Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est les poids entre les grands électeurs et les petits électeurs. En fait, ils sont réglés de façon tout à fait aléatoire. Donc, il faut voir ça un peu comme une grosse machine avec plein de potentiomètres. Et on a réglé un peu... avec chaque neurone qui est réglé aléatoirement. Réglé n'importe comment, quoi. On a une première phase, en fait. L'apprentissage se passe en 3 temps. Donc, il y a une première phase où on va faire ce qu'on appelle la propagation dans le réseau. Donc, on a dit qu'on avait plusieurs couches hiérarchiquement disposées. Donc, on a une première couche, puis une deuxième, une troisième. Par exemple, prenons le cas d'une image de zèbre. Ouais. Hop, ça passe sur notre couche d'entrée. La couche suivante, du coup, récupère toutes ces valeurs de notre couche d'entrée. On a un arbitrage qui est fait sur chaque neurone. Et chaque neurone, du coup, va sortir une valeur qu'il a calculée en fonction des entrées. Donc, toutes ces valeurs-là vont être propagées aux couches suivantes, etc., 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 jusqu'à arriver à ce qu'on appelle la couche de sortie. Et la couche de sortie, elle est composée d'autant de neurones qu'on a d'animaux à classer. Donc, par exemple, imaginons que le premier neurone, on va dire que c'est pour le zèbre, le deuxième c'est pour les lions, etc., etc. Et en fait, chaque neurone en sortie, ce qui va sortir, ce qu'on va lui demander en fait de calculer, c'est la probabilité d'avoir un zèbre dans l'image. Et le neurone numéro 2, par exemple, ça va être la probabilité d'avoir un lion dans l'image, etc., etc. Et imaginons par exemple que notre probabilité sur notre neurone numéro 1 d'avoir un zèbre, elle est très faible. Et imaginons qu'on a beaucoup de probabilité, le neurone qui correspond au lion, beaucoup de grande probabilité qu'il y ait un lion dans l'image. Donc on se dit, bah non. Donc deuxième phase, évaluation. Là, on vient lui dire, bah non, tu t'es trompé. C'est un zèbre. C'est un zèbre. Donc on vient calculer une erreur, donc un peu comme une copie d'élève, on vient la noter. On vient calculer en fait une valeur, on donne une valeur à cette erreur.
Du coup, je vous ai parlé de l'algorithme de rétropropagation du gradient, qui est en fait la méthode pour entraîner les réseaux. Eh bien, en fait, cette méthode, elle se sert de cette erreur qu'on a calculée pour aller corriger tous les petits potentiomètres dont on parlait dans notre réseau. Et ça s'appelle rétropropagation parce qu'en fait, la première couche qu'on va aller corriger, c'est celle qui est responsable en tout premier lieu tout au bout, celle qui a calculé les probabilités de sortie de chaque animal. Et ensuite, cette erreur, en fait, on va aller la répercuter sur les couches en remontant vers la couche d'entrée pour aller régler tous les petits... Donc c'est vraiment là qu'il apprend, en fait. Exactement. Donc c'est cette phase-là. Et donc c'est la troisième phase où on vient recorriger tous ces petits poids. Ah, jeu de mots. Et du coup, une fois qu'on est retombé en fait à notre couche d'entrée, là, on vient enlever l'image qu'il y avait à l'entrée et on en présente une nouvelle. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça apprend très lentement. On peut pas bouger trop vite les potentiomètres. Sinon, en fait, notre réseau, il devient fou. Et il change beaucoup trop à chaque fois. Il a du mal à rester en place, entre guillemets. Et du coup, on est obligé de régler, de changer nos potentiomètres, mais très finement à chaque fois. Et du coup, il nous faut une base de données d'apprentissage colossale. Voilà. Et il faut itérer ça un nombre de fois immense parce que ça change très peu à chaque fois et on comprend que là c'est tout le débat de la big data, qu'on a besoin d'énormément d'images de zèbres avec marqué ceci est un zèbre, et là on prend cet exemple là mais on comprend bien que pour plein d'autres exemples ça complexifie énormément la tâche. C'est là où on est encore très loin de la biologie où vous montrez 3 images d'éléphants à un enfant et au bout du 4e vous lui dites pas ce que c'est et il le sait, il l'a découvert, il le sait que c'est un éléphant. Donc on comprend bien ce que c'est que l'apprentissage supervisé, c'est à chaque fois dire à l'algorithme d'intelligence artificielle oui c'était un zèbre, tu as eu raison, ou alors non corrige-moi ça, c'est pas un lion. Exactement. Avant d'aborder l'apprentissage par renforcement qui permet justement d'éviter d'avoir ce big data en entrée, est-ce que tu pourrais juste, on fait un petit tour vers le non supervisé, est-ce que tu peux juste nous donner des exemples pour qu'on touche un peu du doigt ce que c'est? Ouais. Vous êtes vendeur, typiquement par exemple, prenons au hasard Amazon. Vous vous rendez compte que lorsque vous faites des suggestions d'achat, vous doublez votre panier moyen parce que votre acheteur il s'est dit « Ah, trop bien, mais attends, je viens d'acheter cette imprimante et j'avais oublié d'acheter les cartouches d'encre qu'elle allait avec. » Et alors vous reposez sur le fait que avant votre client qui a fait son achat, il y en a plein d'autres qui ont déjà en fait acheté cette imprimante-là avec les bonnes cartouches d'ailleurs. Si jamais ils n'ont pas acheté les bonnes cartouches, vous allez faire des suggestions pourries. Mais bon. Et du coup, ce que vous aimeriez faire, c'est essayer de faire des paquets de types de clients sans avoir à injecter de l'intelligence. On a dit qu'on voulait apprendre qu'avec les données. Le machine learning, c'est ça. On veut pas de système expert, on veut pas aller injecter de l'intelligence humaine, etc. dedans parce que c'est trop coûteux en termes de faire ça automatiquement. de ressources humaines en fait, de faire ça avec un humain. Donc en fait, on va classer, c'est ça, par choses qui se ressemblent, quoi. Que l'intelligence artificielle crée des groupes automatiquement, c'est ce qu'on appelle le clustering. Oui, c'est ça. Okay. Le non supervisé, en fait, une des techniques très classiques, c'est clustering, c'est de regrouper des paquets, en fait. Regrouper par paquet, exactement. Passons à tes recherches. Donc toi, tu t'intéresses donc à résoudre des problèmes où ça va pas être possible d'avoir une grosse base de données, une grosse big data en entrée. Donc tu vas faire donc ce qui s'appelle la méthode par renforcement ou le reinforcement learning. Désolé pour l'accent. Et donc c'est par récompense, c'est-à-dire que on se rapproche un petit peu plus de comment va apprendre un bébé ou plutôt un animal quand on veut le dresser. Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes le principe de cet apprentissage par renforcement? Oui, il y a des moments dans notre vie où on apprend des trucs sans forcément avoir un label à chaque fois. Et les gens se sont dit, bon, l'humain, il a l'air de maximiser un truc, mais on sait pas trop quoi. Et en fait, ils se sont dit, bah tiens, c'est en fait une sorte de récompense. Et d'ailleurs, on peut faire le lien d'ailleurs avec les recherches qui sont faites en neurobiologie actuellement sur la dopamine, qui est en fait une hormone qui est sécrétée dans le cerveau, qui a l'air de jouer sur l'apprentissage, la capacité d'apprentissage, et sur la motivation. Et le système de récompense. Exactement. Alors du coup, le but de l'apprentissage par renforcement, c'est d'apprendre avec une notion de récompense. C'est un agent qui va se balader dans un environnement,
Ça peut être par exemple un robot qui se balade dans une pièce et qui doit sélectionner des actions. Et le but en apprentissage par renforcement, c'est de maximiser une récompense à long terme. Donc, par exemple, le robot, je lui dis va dans la cuisine. C'est ça. Lui, l'intelligence artificielle va décider de lever le pied, lever le bras, Exactement. avancer ou pas. Exactement. Et à la fin, moi, je lui dis ben non, t'es pas dans la cuisine. Ou alors, t'es presque dans la cuisine. Alors, c'est soit toi. Ça peut être quelque chose de tout à fait. Dès qu'il arrive dans la cuisine, il reçoit une récompense de façon automatique. Base is under attack. On a d'autres exemples, typiquement les jeux vidéo, où on a une boîte très célèbre qui essaye de performer sur les jeux vidéo un peu connus actuels, comme StarCraft 2 ou Dota. Et donc le but, typiquement, si on prend l'exemple de StarCraft 2, c'est d'aller récupérer le score le plus élevé à long terme, donc à la fin de la partie. Et donc lui à l'intérieur, il va se balader dans l'environnement. Donc en fait c'est une civilisation qui va se déplacer sur la carte. Donc ça va être des joueurs unitaires ou des unités qui vont se déplacer sur la carte. Le but, ça va être d'effectuer un ensemble d'actions pour maximiser en fait le score à long terme. Et de la même façon que ce qu'on disait tout à l'heure pour apprendre, ils vont itérer les parties de jeu. Ouais, exactement. Alors on a exactement le même problème entre guillemets qu'en supervisé. C'est très lent. Il faut qu'ils jouent beaucoup de fois. Ce domaine a l'air super intéressant parce que en fait, on a juste à fabriquer une fonction de récompense. Et après, en ayant fabriqué juste cette fonction de récompense, on va pouvoir avoir des comportements très complexes sans mettre les mains dans la machine, entre guillemets. Ouais. Là où avant, avec le supervisé, il aurait fallu dire, bah tu vois, t'es dans tel cas, là sur la carte, là ton joueur il est à tel endroit, du coup quand t'es à tel endroit, et en fait réinjecter un peu ce qu'on faisait en intelligence artificielle avant, en faisant des règles. C'est d'avoir des machines qui sont les plus autonomes possibles et qui sont les plus faciles à entraîner, avec de moins en moins d'experts derrière la machine pour entraîner les réseaux. C'est vraiment le but de l'intelligence artificielle, c'est que le Kidam puisse entraîner un robot, un système, sans avoir à mettre les mains dedans en fait. Est-ce qu'on pourrait, je sais pas si mon analogie est bonne, mais dire que par renforcement et par récompense, c'est un peu l'apprentissage par l'expérience, c'est en faisant que tu vas apprendre à faire les choses. On appelle aussi ça assez souvent l'apprentissage par essai-erreur. Un agent qui évolue dans un environnement, il doit choisir des actions à effectuer, donc ça se prête plutôt très bien à la robotique. Et autant vous dire que du coup, par exemple, à l'ISIR, il y a au moins 2 équipes qui s'y intéressent. Moi, je m'en occupe un peu du côté social, et il y a aussi une équipe qui fait beaucoup de comportements en robotique et qui s'intéresse énormément à ce genre de choses. Alors malheureusement, il y a plein de soucis en apprentissage par renforcement et plein de verrous qui n'ont pas encore sauté. Et du coup, c'est pas encore utilisé, mais ils sont dans les starting blocks, ouais. Non, vraiment, ouais. Ok. Juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tu utilises toujours des réseaux de neurones. Est-ce que le principe global est le même ? Ouais, le principe est un peu le même. J'ai toujours eu, en fait, moi j'ai une image, donc ça change pas de nos animaux de tout à l'heure. Et à la sortie, au lieu d'avoir des probabilités, typiquement d'avoir tel ou tel animal pour tout à l'heure, moi ça va plus être, si jamais j'effectue telle action, qu'est-ce que je vais avoir comme récompense à long terme. Et je vais avoir un réseau qui va prédire en fait mes récompenses en fonction des actions que je vais faire. Mais sinon, en fait, on est assez proche des explications de tout à l'heure. Toujours le même principe d'apprentissage, etc. Exactement. Okay. Pour en revenir à ce sur quoi toi tu travailles, les limites de cet apprentissage par renforcement. Oui, du coup j'utilise les réseaux de neurones dans un morceau de ma stratégie globale. Et j'avais dit tout à l'heure que les réseaux étaient plutôt capricieux à entraîner. Et c'est d'autant plus vrai avec l'apprentissage par renforcement, où en fonction, en fait, tout à l'heure on avait dit qu'on réglait un peu les potentiomètres aléatoirement. En fait, en fonction de la position de départ, ça fonctionne plus ou moins bien. Donc c'est très sensible en fait comme méthode. C'est très lent, parce qu'on utilise des réseaux de neurones, encore une fois, c'est très lent à entraîner. Déjà que c'est pénible à régler un réseau de neurones, dans le cas de l'apprentissage par renforcement, en plus, comme on rajoute en fait ce mode supervisé qui est caché à l'intérieur d'un truc encore plus gros, en fait, on double le nombre de potentiomètres à régler, et autant vous dire que du coup, il faut faire plein d'expériences différentes avant de trouver en fait le bon réglage qui va bien. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les leaders dans ce domaine-là sont des gens qui fabriquent des machines. Google, donc l'un des leaders. Faut avoir les moyens qui a les machines pour. Et en plus de ça, ils sont
des gens très brillants. Mais Donc l'idée après, c'est de combiner du coup les deux techniques, c'est ça, d'apprentissage. Alors, le but, c'est de se dire, parce que du coup, on se rapproche de compétences. C'est des compétences dans lesquelles l'humain est expert. Enfin, par exemple, si jamais on est sur un apprentissage par renforcement dans le cas d'un jeu vidéo, on peut avoir un humain qui est derrière l'écran en donnant des indices. On peut voir, par exemple, un humain qui va jouer au jeu vidéo à côté, et puis l'IA qui regarde l'humain en train de jouer. Ça peut être des instructions. Donc vraiment l'humain qui dit à l'IA tourne à gauche, tourne à droite, va tout droit. Ça peut être des retours positifs ou négatifs en disant oui, non. Donc un système comme un adulte qui aiderait un enfant ou un copilote dans une voiture. Un tuteur ou un enseignant. Et donc on a dit que l'IA, l'apprentissage par renforcement, c'était lent à apprendre et très sensible. Et ben en fait on s'est dit pour renforcer encore plus ces méthodes-là, pour les rendre plus véloces, plus rapides et moins sensibles, on va essayer d'avoir un tuteur qui va guider notre réseau. Et en fait, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ça met beaucoup de temps à apprendre, mais une fois que ça a commencé à bien apprendre, la gamme de progression par rapport à un humain, elle devient, l'apprentissage par renforcement, dans pas mal de cas, devient surhumain. Un robot ne peut faire de mal à un être humain. Je ne l'ai pas tué! C'est quoi l'issue? La révolution. Oh non, c'est pas vrai. La question d'Adrien. Ma question, c'est plus une réflexion globale sur l'intelligence artificielle et les problèmes éthiques que ça peut amener. Je vais prendre l'exemple des voitures autonomes. Si la voiture autonome se trouve devant une situation du type à choisir entre écraser une personne ou une autre, comment on doit trancher qui doit mourir en priorité? Alors ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est, en fait, est-ce que c'est quelque chose dont on maîtrise vraiment? C'est-à-dire qu'on l'a un petit peu vu, c'est des machines qui apprennent toutes seules, et à une situation donnée particulière, on ne sait pas forcément ce qu'elle va choisir. Donc, il y a les deux choses. Il y a le chose que ce soit une grosse boîte noire qui va réagir, dont on n'est pas sûr de sa réaction, et même si on savait, est-ce qu'on est capable de choisir ces choses-là entre ces situations un petit peu particulières? Voilà, j'ouvre un peu le débat. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça? Alors, pour la première question, je vais répondre assez rapidement. Il y a des communautés éthiques qui se posent des questions. C'est des questions qui doivent être posées, mais à mon avis, on y a déjà répondu en vrai, sans trop s'en rendre compte. En fait, l'IA fait beaucoup peur parce qu'on se dit conscience, alors que des machines qui surpassent l'homme, on en a fabriqué depuis des années et des années. Enfin, je veux dire, l'agriculture, elle est pas née pour rien. Il fallait des trucs surhumains. Et par exemple, l'avion, si jamais vous avez un problème à bord, que l'avion il doit se crasher quelque part. Est-ce que on va risquer d'aller poser près d'une ville où l'avion il va éclater les habitants, ou est-ce que tant pis, il y a la forêt qui a l'air de là-bas là, et puis les pilotes les passagers de l'avion. Il y a encore un pilote derrière l'avion. Bien sûr, mais ce qui fait peur, c'est d'avoir une IA. Même si elle est bien sûr humaine, mais la deuxième question, je la comprends aussi, mais on a des humains actuellement. Vous demandez à un pilote de ligne formellement comment est-ce que tu pilotes avec des lois mathématiques, le mec il va te dire je sais pas, j'ai appris à piloter, c'est des réflexes, etc. Tu peux pas démontrer formellement ton pilote. Et c'est un peu le même problème avec les intelligences artificielles, même si en vrai c'est un faux problème, c'est pas un faux problème, mais il y a des recherches là-dedans dans la sûreté de fonctionnement pour démontrer formellement des réseaux de neurones. Et en effet, tu as tout à fait raison. Quand on les fait tourner, il y a tellement de couches. On a parlé de réseaux profonds, on sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. On comprend pas. On peut pas interpréter, rentrer dans le modèle à l'intérieur. Surtout qu'on peut pas prédire. C'est ce que tu veux dire en fait. On peut pas prédire comment elles vont réagir. C'est ça? En fait, si jamais on a une base de données qui est représentative, encore une fois, on peut prédire. Oui, mais dans les cas des voitures autonomes, il y aura toujours une situation un peu particulière, dans une route particulière d'un pays du monde, dans un moment particulier. Alors, c'est tout à fait vrai. Après, c'est des problèmes pour moi, juridiques en fait. Fois, après, quoi. Complètement, c'est des problèmes éthiques et juridiques. Ouais. Alors, à la fois, j'ai l'impression que, en tout cas pour le cas des voitures autonomes, on va être obligé d'adapter notre parc urbain pour les faire fonctionner. Pour éviter ce genre de situation et unifier les environnements qu'elle va être amenée à rencontrer.
Est-ce qu'on préfère avoir des gens qui roulent dans des voitures en ayant un taux d'accident plus grand que si jamais on avait des voitures autonomes? Mais en vrai, la vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter qu'une machine autonome puisse se vautrer, quoi? Voilà. Même si elle se vautre beaucoup moins souvent qu'un humain, est-ce qu'on accepte que ce soit un truc autonome et pas un humain? Voilà, c'est là toute la philosophie. Et je pense qu'il y a des problèmes, je pense que c'est sociétal aussi. Oui, bien sûr. Ouais, puis qui sera responsable? C'est la grande question. Exactement. Ah, bien sûr. Du coup, les deux questions sont des questions ouvertes et c'est Black Mirror typique. Pour moi, c'est Black Mirror. La question de l'or. Est-ce que tu penses que on va arriver à des intelligences artificielles qui seront conscientes? J'entends consciente, il y a beaucoup de définitions, mais j'entends qui pensera par elle-même. Et qui, du coup, aura ses propres sentiments, ressentis. Pouvoir simuler... je pense qu'on arrivera à un moment, on pourra faire croire un peu façon test de Turing, en fait. Je pense qu'on pourra faire croire à un autre humain que la machine pense, parce qu'elle aura des comportements très complexes. En fait, on aura un empilement de lois d'inférence très très complexes, avec des modèles très très complexes. Et encore plus, on se rend compte maintenant avec le deep learning qu'on peut récupérer des données bas niveau, ce qu'on appelle bas niveau, par exemple, avec juste une caméra, filmer l'environnement et qu'elle puisse s'adapter, en fait. Et je pense qu'on pourra fabriquer des machines qui duperont l'humain en lui faisant croire qu'elle pense. Comme Stan dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est ça? Stan, c'est le nom, je crois. Il s'appelle. Mais dans tous les cas, je pense qu'on arrivera à ce moment-là, mais on n'y est clairement pas. Pour fabriquer ces machines-là... Moi, je pense pas qu'on y sera. Je pense pas qu'on puisse... alors, fabriquer des machines qui... alors, on a le problème... Non, pas conscientes. J'ai jamais parlé de machines conscientes. J'ai parlé de machines qui duperont l'humain en lui faisant croire. D'accord. Oui, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on spécialise une machine pour qu'elle ait de l'empathie, des sentiments, qu'elle ait des réactions humaines au maximum... Oui, mais elle pensera pas par elle-même. On peut penser qu'elle l'aura. Et il y avait des très belles réponses de Turing d'ailleurs, si vous allez voir son premier essai. Il essaie sur plusieurs axes de défoncer les raisons pour lesquelles on n'aurait pas d'intelligence artificielle consciente. Oui. Et il y a la raison théologique qui me fait beaucoup rire en disant je vois pas pourquoi Dieu il interdirait à un PC d'être conscient. Enfin bon bref, pour le coup c'est des débats très philosophiques. Donc il faut imaginer que je suis le génie qui sort de la lampe et je te donne un vœu pour faire avancer ta recherche. Quel serait-il ? Ce serait plein de matériel. Ça s'appelle des cartes graphiques. On utilise ça énormément pour entraîner nos réseaux de neurones, justement. Et c'est cher. Et il en faut beaucoup. On a parlé d'exploration de paramètres tout à l'heure et ça permet de lancer plein d'expériences d'un coup et j'ai pas tout ça en ce moment. J'aimerais bien avoir ça. Donc, des gros serveurs avec des grosses cartes graphiques pour pouvoir entraîner plus vite. On fait un petit voyage dans le temps. Premier pas, hier, à quoi ressemblait ta journée ? Du coup, hier, j'ai fait de la biblio le matin. Donc, dans le boulot de chercheur, il y a se tenir au courant de ce que font les autres. C'est un domaine qui publie beaucoup. Du coup, obligé de lire parce que du coup, à chaque fois, on vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous ait pas piqué une idée, mais qu'il l'ait eu aussi et qu'il ait sorti le papier avant. Ouais. J'essaie de lire pas mal ce que font les autres. Et il y a des bonnes idées aussi des fois à prendre. Et aussi parce que c'est un domaine qui compte beaucoup sur les tests. En fait, on s'évalue pas mal et du coup, savoir qui a fait quoi, etc. Et du coup, le matin, j'ai fait de la biblio et l'après-midi, j'ai débugué des codes qui marchaient pas. Ok. Classique. Si on fait un autre bond maintenant dans le futur, d'ici 30 ans, ça pourrait être quoi l'impact de tes recherches sur la vie quotidienne et où tu penses qu'en seront les recherches dans ton domaine? Alors, si on reste modeste, ce serait des robots qui apprennent plus vite avec des humains qui peuvent entraîner des robots. Et si on l'est un peu moins, c'est des robots à la maison qui de la vraie cobotique, enfin interaction homme-robot qui est vachement plus simplifiée. Mais... Les robots qui font quoi, par exemple? De l'aide à la personne ou si on parle, moi je suis très spatial, j'adore le spatial, de pouvoir avoir des robots dans l'ISS avec la possibilité pour les gens qui sont dans l'ISS d'entraîner des robots pour faire des tâches pour les aider. On arrive à 2000 ans là, on arrive au final. On y arrive doucement.
Est-ce que tu aurais une anecdote, une tranche de vie de chercheur un peu amusante ou spéciale à nous partager? Ouais, alors je vais parler en fait de mon tout début, un peu de mon tout début de thèse où j'étais un peu tout neuf dans le domaine et typiquement quand tu tombes sur un papier qu'on appelle de l'état de l'art, donc ce qui se fait de mieux entre guillemets en ce moment, que j'ai voulu réimplémenter pour le tester. J'ai passé 1 mois et demi à essayer de récupérer les résultats et impossible. Et j'en ai parlé avec mes directeurs de thèse et puis d'un coup il y en a un qui dit bah oui ce papier là j'ai déjà échangé par mail avec eux, ils ont bricolé dans le papier, les résultats ils sont faux. Et quand vous passez 1 mois et demi au début de thèse en vous disant je sais pas ce qui est pire, si ce que personne te l'ait dit ou que les mecs aient et bon c'est du coup en fait ça te forme, t'apprends à ce que c'est que la recherche et c'est passé dans quoi tout n'est pas rose. Je peux pas trop en parler pour le coup. Ouais, on va éviter de... D'accord. Et oui, la recherche c'est aussi ça parfois. Ouais. Oh mais j'adore l'abstrait. Est-ce que tu pourrais nous recommander un coup de cœur autour de la science, donc une expo, un film, une série, un doc? Alors moi, je la suis même de temps en temps. Enfin, c'est deux émissions sur France Culture. Il y a la conversation scientifique et la méthode scientifique. Après, il y a des choses un peu plus ciblées comme des cours et des séminaires du Collège de France. Et là, typiquement, en lien avec aujourd'hui, il y a des cours de Yann Lequin et de Stéphane Mallat. Un peu de background en mathématiques, mais si jamais vous voulez aller regarder, c'est vraiment super intéressant. Et il y a des cours sur Coursera aussi pour si jamais il y a des jeunes qui s'intéressent un petit peu à tout ça. C'est complètement gratuit si vous voulez vous former, notamment le MOOC de Stanford, qui est très très bien fait. Ok, on mettra tout ça en description du podcast. Merci Félix de nous avoir reçus ici à Jussieu, sous la pyramide de verre de Lizir. Merci beaucoup. Ouais, merci. De m'avoir interviewé. Petit message de service, Science Infuse part en vacances. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça vous laisse encore plus de temps pour commenter, noter et pousser vos amis à s'abonner. Tout ça sur vos applis de podcast respectives. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, c'est ce qui permet à ce podcast complètement indépendant et non sponsorisé de continuer. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre Twitter et Instagram, ça aide aussi. En tout cas, on vous souhaite un bel été et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison. Si jamais il y a des jeunes qui veulent commencer la recherche au sens général, en fait, prenez le temps de publiez pas n'importe quoi. De toute façon, après, ça se saura. Si jamais en plus vous faites des beaux papiers dans des beaux journaux, les gens ils vont lire. Et c'est pas bon pour votre carrière et c'est pas cool pour le domaine. Et un tout petit point aussi pour les gens qui développent, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui développent. Faites de l'open source, c'est super cool, ça permet de tester les idées de chacun et ça permet en plus à chacun de s'améliorer et du coup, faites de l'open source, c'est cool.